Regardez là-bas comme c'est beau là. Waouh. Ah oui, on a de la chance d'être là. La première mission, on arrive au bout, mais on n'aura plus jamais aussi loin avec ce bateau. Oh. Et ouais, il va revenir à la maison. C'est une page qui se tourne, qui se ferme pas, qui se tourne. Il a fait le job. Il a fait le job. Plus. Ouais, plus, ouais. Si on a choisi l'Islande pour terminer cette mission, c'est parce que c'est peut-être là que se joue une partie de notre avenir. Alors on part pour un petit road trip pour découvrir des trucs qui pourraient être tout droit sortis d'une science-fiction, comme d'immenses aspirateurs à CO2 et des igloos pour transformer ce CO2 en pierre. Without our method, it can take hundreds of thousands of years to naturally occur. Tout ça va aussi nous emmener au fin fond de la spectaculaire nature islandaise. This is the carbon forest I wanted to show you. C'est un paysage qui est vraiment façonné par l'homme. Alors parmi toutes ces approches, lesquelles fonctionnent vraiment? Lesquelles peuvent avoir un impact à grande échelle? Et est-ce qu'il existe un équilibre raisonnable entre nature et technologie? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans ce dernier épisode. Notre enquête commence au fin fond de la nature islandaise. Dans le repère de l'une des technologies climatiques les plus ambitieuses de ces dernières années. Hi guys. Hello. Hi, my name is Sarah. Hi, Juliette. Welcome to Climeworks. So this is Mammoth. This is the world's largest direct air capture plant. L'usine Mammoth, c'est la vitrine de Climeworks, un pionnier de la capture directe dans l'air. Cette technique pourrait capter au moins 1% des émissions mondiales d'ici 2050. Tout simplement en filtrant l'air ambiant. En fait, c'est littéralement des aspirateurs. Ouais, c'est des petits aspirateurs, mais c'est complètement dingue de penser que ça aspire le CO2 qu'on respire, quoi. The first step is that we capture the CO2 using these fans that we use to draw in the atmosphere through this filter material. Once the filter material is fully saturated with CO2, and we apply up to 100-degree hot steam on the inside, that allows us to then suck out the CO2 again in gas form and take it into the process hall for further handling. Ces maxi aspirateurs ont déjà séduit Microsoft, Shopify ou encore TikTok. Toutes ces grandes boîtes misent sur cette technologie pour éliminer une partie de leurs émissions de CO2. You would expect such installations to be near a great city or area which are very polluted, so is it still relevant to do that here? Carbon dioxide travels everywhere. CO2 that's emitted in China reaches Iceland within weeks. So we can choose our location and we don't have to be around an emitter or another source. À terme, cette usine pourrait capter jusqu'à 36 000 tonnes de CO2 par an grâce à 72 aspirateurs. Grosso modo, c'est comme si on mettait ces 72 aspirateurs autour d'une petite ville française de 7000 habitants pour retirer toutes ces émissions. So here we have the famous balloons that we have here in the process hall. Each balloon can actually carry up to 500 kilos of CO2. Sarah, how many tons of CO2 do you capture? We focus on how much carbon dioxide removal credits we can actually produce. And what I mean by that is because, of course, we can capture a certain amount of CO2 from the atmosphere. We need to deduct all of the emissions that come in with the energy resources, travel, just main operation. This H1 of 2026, we actually produced around 670 tons of CDR removals. Isn't it a massive process compared to what you can capture? We've seen it already that we can scale up. We will definitely need to scale up more, that's for sure. Like the optimal size of a plant like this would probably be around 10 times bigger. Chaque année, Climeworks capture de plus en plus de CO2. Mais bien loin des promesses de départ. L'année dernière, une enquête publiée par un journal local pointait du doigt ces résultats et un coût encore trop élevé, estimé à 1 000 $ la tonne. La capture directe dans l'air, est-ce que c'est vraiment efficace? C'est l'une des pistes sur lesquelles on enquête pour notre expédition avec ce bateau-là, complètement décarboné. On part chercher partout dans le monde ce qui peut vraiment nous rapprocher de la neutralité carbone. Alors abonnez-vous pour faire ce tour de la planète avec nous. En attendant, on repart en Islande. This is actually Mammoth, as Mammoth will look when we are in full scale-up.
We hope to achieve majority of the collective containers in 2026 and 7. Today, among the scientific community, direct air capture grows skepticism, pointing out the cost and the efficiency. So what do you answer to them? I answer to them that this is a first of its kind. If you can show me a first of its kind where it has maximum efficiency and maximum best achievable cost, then I will gladly see it. But we are definitely with our scale-ups, and we can see it in the real-life processes that we have here, the real-life solutions, and within the next generations, that this is our focus point. Ici, on s'occupe juste, entre guillemets, de capter le CO2. Ensuite, il est envoyé chez le voisin, Carbfix, qui s'occupe de le transformer en pierre. Et non, c'est toujours pas de la science-fiction. En même temps, avec leurs igloos au milieu de nulle part, Carbfix se la joue un peu futuriste. Welcome! L'entreprise islandaise se charge de récupérer le CO2 capturé de Climeworks et de l'usine géothermique juste à côté pour l'injecter dans de l'eau. The water is already pre-mixed by the time it comes here with CO2. So when you look through that looking glass, you should see nothing because the bubbles have been completely pressed into the water. So we're just speeding up what's already happening in nature. When it rains, the CO2 sticks to the raindrops, but it happens in such a long time. Okay. L'eau est envoyée à plusieurs centaines de mètres sous terre. This is where all the CO2 goes straight into the ground and begins the mineralization process. Et le dioxyde de carbone est littéralement transformé en pierre dans le basalte, une roche issue du refroidissement de la lave des volcans. So this is basalt before we inject into it. So you see all the holes, and we want those holes. Without the assistance of our method, where we're pressurizing the water slightly and carrying it down, it can take hundreds of thousands of years to naturally occur. We're just speeding that. And then here, we have without the basalt. Ok. Très proche du marbre en fait. Et ouais, on a tenu du CO2 minéralisé dans nos mains. Grâce à cette méthode, Carbfix a déjà stocké durablement 100 000 tonnes de CO2 depuis 2014. Une toute petite pierre à l'édifice des 40 gigatonnes à éliminer d'ici 2050. Can this technology be used at a bigger scale? Yes. Yes? And we are already starting to expand, and we can both use it on a bigger scale here in Iceland, but also all over the globe. Where you can get me basalt, there I can inject for you, most likely. We are looking at projects both in Europe and in the Pacific Northwest, and injecting on a much bigger scale than we are injecting now. So we are talking on the gigaton scale, hopefully. Même si Climeworks et Carbfix sont optimistes, clairement ce qu'on a vu sur le terrain nous met le doute sur l'efficacité de la capture directe dans l'air. Alors on a décidé de passer un coup de fil à un ami. Bonjour, je suis en Colombie, dans la région du café. Bon, quand il n'est pas en vacances, Sylvain Delers est directeur scientifique dans une ONG spécialisée sur les questions de capture carbone. C'est quoi la part de la capture directe dans l'air ? Aujourd'hui, c'est peanuts, c'est-à-dire c'est vraiment négligeable parce qu'on est sur des pilotes, des démonstrateurs, ça fait pas de volume quoi. Hier, on a eu la chance d'aller visiter le site de Climeworks et on s'est dit, finalement, est-ce que ça vaut le coup quoi ? D'abord, il faut garder à l'esprit que Climeworks, c'est une entreprise et c'est une technologie. Dans la famille de la capture directe dans l'air, il y a beaucoup de technologies différentes, beaucoup d'acteurs différents. Toutes les technologies commencent par des phases très convaincantes, très coûteuses, avec beaucoup de ressources gaspillées. Enfin, voilà, c'est la trajectoire d'innovation technique. Et donc, voilà, si on commence à investir dans ces technologies, à les développer aujourd'hui, on a une chance d'en avoir à l'horizon 2040-2050. Si on le fait pas maintenant, les temps vont tout simplement s'additionner et on les aura pas au moment où on en aura besoin. C'est quoi les perspectives à l'horizon 2030-2050 ? Alors, à partir du moment où on regarde 2040-2050, si on choisit de développer l'outil, la DAC devrait prendre de plus en plus de place. Pourquoi ? Parce qu'elle a des avantages significatifs par rapport à d'autres méthodes, parce qu'elle ne dépend que, entre guillemets, d'énergie décarbonée et de stockage géologique. Alors que des méthodes plus basées sur les écosystèmes, elles ont besoin de surface, on n'a pas forcément. Elles sont aussi de plus en plus fragiles. Vous voyez, avec les étés qu'on a en France, par exemple, on peut bien planter des forêts, on n'est pas bien sûr si elles vont vraiment stocker du carbone, ou si peut-être elles vont juste survivre à long terme. En plus des solutions technologiques, le GIEC mise aussi sur les écosystèmes. Et en Islande, le potentiel est énorme. Car le paysage islandais, c'est beau.
vraiment beau, mais presque dépourvu de forêt. Donc ça ne capte pas et ça ne stocke pas beaucoup de CO2. This is the carbon forest I wanted to show you. Black cottonwood planted in, 1992, something like that. Du coup, le pays s'est lancé dans un vaste projet dont l'ambition est claire. One of the aims with it was to actually sequester carbon in trees. And how many tons of carbon can you sequester? At least 10 tons CO2 per hectare per year. With the best treatments, more than that. We know that in just 50 years, each hectare could sequester at least 500 tons CO2. L'Islande veut reboiser 10% de sa surface d'ici 2100. Donc au final, même naturel, les solutions modifient le paysage. Don't you have the impression to change the nature or to put it back how it was before? Well, we are trying to do that most of the time, restoring the birch woodland. But we are also working on projects like this, trying to plant some trees that grow fast and create some wood. We can at least do our best here in Iceland, but we are only a tiny fraction of the world. Everybody has to do different things to have real effect, what do you say, on the carbon situation today. Refaçonner la nature pour en faire un allié du climat. Un effort contradictoire, mais parfois nécessaire. On ne retrouvera rien de naturel. Dans tous les cas, c'est nous qui allons faire quelque chose pour restaurer quelque chose d'avant. Mais ce qui est cool avec cette restauration, c'est qu'en fait, on travaille avec les matériaux extrêmement locaux et en fait, on laisse la nature refaire les choses d'elle-même. Elisabeth est une Française chargée de restaurer les zones humides asséchées d'Islande. Enfin, presque. Merde. Non, mais t'es sérieux? Non, c'est comme ça. Ça fait un peu splash quand même. Hein. Ouais, c'est comme une éponge. Ouais. C'est la même chose. On est où là? Alors, ici, on est dans un site qui s'appelle Midfossar. Et donc il y a eu une première colonisation il y a 1000 ans. Et ce gros programme de drainage dans les années 50-60 qui a été très populaire. On estime qu'on a perdu environ 70% de nos marais depuis cette période-là. Ça a été très efficace, on va dire. Donc effectivement, ces zones humides qui ont été drainées ces dernières décennies, elles émettent du carbone, du méthane et plein d'autres gaz à effet de serre. On estime que c'est environ 23 tonnes de CO2 équivalent par hectare pour ces zones-là. C'est énorme. C'est énorme. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de restaurer 1200-1300 hectares. D'ici 5 ans, ce travail devrait permettre d'éviter l'émission de 143 000 tonnes de gaz à effet de serre grâce à une sorte de prison à CO2. Donc on va recréer cet étang qui est ici. Et là, vous voyez, il y a un fossé qui sert donc à drainer toute cette zone. Il y en a plusieurs qui sont les uns à côté des autres. Et donc nous, on va les reboucher, histoire de recréer ce processus de rétention d'eau. L'eau va empêcher la décomposition organique. Okay. Donc en fait, ça va agir comme un couvercle. C'est-à-dire que tout va rester sous l'eau. Tous les gaz qui pourraient être liés à la décomposition, etc. Toutes les matières organiques, les feuilles, les plants, tout ça, ça va rester dans le sol. À l'échelle de la planète, les zones humides dégradées représentent jusqu'à 5% des émissions totales. Leur restauration, c'est une solution supplémentaire pour contenir le réchauffement climatique. Est-ce que tu penses que l'Islande, c'est un bon exemple? Je pense que oui, pour l'instant. Ils ont développé plein de différents projets, à la fois technologiques, à la fois solutions naturelles, qui en fait fonctionnent bien ensemble pour l'instant. Le challenge, ça va être un petit peu de continuer à travailler ensemble en tant que secteur, et pas juste en tant que compétiteur. 40 gigatonnes à supprimer en émissions de CO2 annuelles. Est-ce que tu crois qu'avec ce bouquet de solutions, on est capable d'espérer cette neutralité carbone attendue en 2050? Il faut faire le mieux qu'on peut, et c'est la seule chose qu'on peut faire. Je ne sais pas si on arrivera à atteindre ces objectifs, mais ce qui est sûr, c'est qu'on arrivera à faire beaucoup. Donc toi, tu es optimiste? Je suis optimiste. Après, on verra. Sættardast, comme on dit en islandais. Ça se traduit par on va trouver une solution, ça va se solutionner. Après un an passé à enquêter sur la capture carbone, on repart d'Islande avec une conviction. La solution ne viendra ni uniquement des forêts, ni uniquement des machines. Elle viendra de notre capacité à réduire nos émissions, à protéger les écosystèmes, tout en développant les outils qui nous permettront d'aller plus loin. Le compte à rebours est lancé, mais les solutions existent.